Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Guillaume Gontard pour le groupe CRCE. Vous disposez de 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais commencer par quelques mots de méthode. On ne peut pas se satisfaire des conditions d'examen de ce projet de loi. Les délais laissés aux parlementaires sont très resserrés. La commission s'est réunie pour sa constitution jeudi dernier et a examiné dans la foulée ce projet de loi. Quelques jours plus tard seulement, nous sommes réunis dans l'hémicycle pour son examen. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous réellement appréhender ces ordonnances conséquentes, puisque ce sont 60 articles du Code de l'environnement qui sont impactés. Cette procédure, cumulée à l'urgence déclarée, ne permet pas aux parlementaires d'effectuer correctement leur travail de législateur. Au final, nous ne pouvons corriger les dispositions de ces ordonnances qu'à la marge, sans revenir sur l'économie générale de ces textes. Pour cette raison, les sénateurs du groupe CRCE se prononcent régulièrement contre le recours aux ordonnances, qui réduit le Parlement à une simple chambre d'enregistrement a posteriori, puisque ces ordonnances sont déjà en vigueur. Opposition d'autant plus grande que cette habilitation a été votée lors de la loi Macron, loi à laquelle le groupe CRCE s'est également opposé. Il existe enfin une contradiction évidente entre le fait de promouvoir la démocratie environnementale tout en voulant court-circuiter le Parlement. J'en viens maintenant au contenu. Sur la première ordonnance concernant la participation du public, si nous pouvons nous satisfaire de la volonté affichée d'améliorer le dialogue environnemental en amont de la prise de décision, les dispositifs préconisés apparaissent particulièrement limités, voire lacunaires, et ce pour deux raisons principales. La première tient au seuil de l'initiative citoyenne, manifestement trop élevé dans tous les cas de figure. Je ne prendrai qu'un exemple. Recueillir l'approbation de 500 000 de nos concitoyens pour demander un débat public sur une réforme nationale semble bien inaccessible, encore plus dans des délais courts, puisque ces délais sont fixés à 4 mois. Nous regrettons d'ailleurs à ce titre que notre amendement diminuant de moitié ce seuil ait été déclaré irrecevable. La seconde raison tient dans l'absence d'obligation concrète du maître d'ouvrage de tenir compte des avis émis. On peut légitimement se demander s'il ne s'agit pas simplement de renforcer l'acceptabilité de projets contestés, voire même contestables, et non de permettre, par l'implication citoyenne, d'améliorer et même de transformer le projet soumis à consultation. Vous avez d'ailleurs reconnu, monsieur le secrétaire d'État, que ces dispositions visaient simplement à faciliter l'aboutissement de projets. Par ailleurs, les critères d'éligibilité des installations devant entrer dans le champ de saisine restent très restrictifs, notamment en ce qui concerne les seuils financiers. Pourtant, ni la Convention d'Aarhus, ni les directives européennes la déclinant, n'autorisent à conditionner le niveau de participation citoyenne uniquement à des critères financiers. Il s'agit d'une vraie problématique sur laquelle les associations environnementales ont alerté les pouvoirs publics. Il existe des projets de faible ampleur financière aux conséquences très importantes sur l'environnement. La question reste donc posée d'une définition plus fine des critères pour permettre la participation des citoyens. Cette participation qui est un droit constitutionnel reconnu. Si l'Assemblée nationale avait amélioré le texte, le Sénat a fait le choix de revenir sur plusieurs avancées. Ainsi, des amendements avaient été adoptés afin d'abaisser la possibilité de saisine citoyenne pour les projets, programmes et plans à 5 millions d'euros comme seuil de dépenses publiques. Le délai concernant l'illégalité pour vice de forme ou de procédure avait été allongé de 6 mois. Le travail en commission au Sénat est revenu sur toutes ces améliorations. Nous le regrettons. Reste la question de fond. Dans un cadre exigeant et évident de préservation de l'environnement, quel sera l'impact et la portée réelle de ce droit d'initiative pour nos concitoyens et pour la qualité de la décision publique? Il faudra y revenir et évaluer ces dispositifs. Nous aurions pu aller plus loin, notamment concernant la question du référendum en matière environnementale, thématique d'ailleurs abordée dans le rapport présenté par Alain Richard. Les dispositions prévues apparaissent donc timides et ne répondront pas à l'exigence souhaitée d'un meilleur partage des savoirs et des pouvoirs. La participation citoyenne semble si peu engageante pour les pouvoirs publics qu'elle risque même de s'avérer contre-performante en créant plus de frustration que d'enthousiasme. Sur la seconde ordonnance concernant l'évaluation environnementale, certaines dispositions apparaissent clairement dangereuses. Il en va notamment de celles qui ne visent pas à protéger l'environnement, mais à libérer les porteurs de projets privés comme publics de contraintes jugées excessives.
Le Gouvernement se situe ici clairement dans la déréglementation engagée et poursuivie par ses prédécesseurs au nom de la compétitivité coûte que coûte. Pour exemple, le passage d'une étude d'impact au cas par cas plutôt qu'automatique nous semble particulièrement problématique. La réduction des moyens dans l'administration risque en effet de laisser sans évaluation environnementale un grand nombre de projets, faute de temps et de moyens. Cela signifie que le respect du principe de non-régression du droit de l'environnement dépendra demain de la vigilance des services de l'État sur le terrain. C'est un risque que nous ne souhaitons pas prendre. Nous sommes donc, en l'état, défavorables à ces évolutions législatives. Pour autant, nous proposerons des amendements pour améliorer certains points de ces ordonnances. Nous espérons alors que le Gouvernement et la majorité sénatoriale